Les développeurs sont vos premiers utilisateurs. Une vérité difficile à avaler, mais qui vous permettra sans aucun doute de rendre vos clients finaux satisfaits. Un bon design c'est chouette, mais un bon produit c'est mieux. La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est probablement la source numéro 1 ou au moins la source numéro 2 des blagues entre designers, mais qui est en fait notre premier collaborateur. On va parler des développeurs aujourd'hui. C'est vraiment la personne qui utilise notre travail finalement, hein. C'est elle qui prend notre travail de design et qui va le transformer en un réel produit que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Donc forcément, il est extrêmement important dans le processus de création d'un produit, d'un service, d'une solution. Il ne faut pas le négliger. Et aujourd'hui, je vais vous proposer plein d'idées, plein d'astuces, plein de bonnes pratiques pour améliorer votre relation avec les développeurs et donc finalement, en bout de chaîne, le produit que vont pouvoir utiliser les utilisateurs. Le développeur, faut vraiment le voir comme ça parce que c'est ce qu'il est. C'est l'intermédiaire entre vous qui proposez l'idée, qui concevez l'idée, qui travaillez l'idée et derrière le produit fini, la réalisation. Finalement, si on veut faire une petite analogie avec le monde physique, le monde classique, ce serait un petit peu le transporteur de colis. Il y a quelqu'un qui imagine le contenu du paquet, qui crée le contenu du paquet, c'est un peu le travail du designer. Il y a quelqu'un qui va prendre ce paquet et qui va l'emmener à son point de destination, c'est-à-dire un objet livré chez le client. Et derrière, il y a un client qui va l'utiliser. Mais si le transporteur de colis fait mal son travail ou n'a pas les informations suffisantes surtout pour bien faire son travail, l'objet tout cassé que va recevoir l'utilisateur sera beaucoup moins intéressant. Et donc le but dans notre rôle de designer, c'est de proposer la meilleure expérience à notre transporteur de colis, à notre développeur, pour qu'il puisse créer un produit qui réponde bien aux specs de design, mais surtout qui réponde bien aux attentes de l'utilisateur. Donc notre rôle, c'est de les comprendre au mieux et de leur donner le nécessaire pour transformer un design en un produit réel. Pour ça va passer par 3 étapes dont on va parler aujourd'hui dans Parlons Design. C'est déjà le mindset qui est extrêmement important, la collaboration et puis enfin une partie plus bonne pratique applicable directement. On garde ça pour la fin parce que finalement les bonnes pratiques du quotidien, si vous avez déjà le bon mindset et les bonnes habitudes de collaboration, ça viendra de manière assez naturelle. Donc, pour commencer à parler mindset, vraiment, il faut bien s'ancrer ça dans la tête. C'est compliqué, on a tous du mal, on a souvent tendance à l'oublier, mais le développeur, c'est vraiment notre premier utilisateur, c'est notre premier collègue, notre premier collaborateur, le maillon entre nous et l'utilisateur. Donc, on ne peut pas le négliger, on ne peut pas penser que c'est toujours de sa faute. On a une part de responsabilité, on travaille avec lui et sans lui, le produit n'arriverait jamais jusqu'à nos utilisateurs. Donc, ce qu'il faut essayer de faire au maximum, vraiment dans son quotidien de collaboration, c'est comprendre sa valeur, comprendre son expérience, comprendre ce qu'il sait faire, ce qu'il aimerait apprendre à faire, s'il a une expérience dans le design ou non, et valoriser cette expérience, déjà à nos yeux, pour comprendre vraiment la valeur qu'il apporte, et ne pas hésiter à lui faire comprendre que on est un designer qui comprend l'importance du développeur, qui comprend vraiment son travail, et que oui, des fois c'est pas facile d'implémenter certaines idées qu'on avait à la base en design, et si on sait travailler au quotidien cette compréhension de ce qu'il peut apporter, de son expérience, et qu'en plus on apprend à la mettre en valeur, ça pourra que améliorer la collaboration, l'esprit même entre le design et le développement en général. Donc il faut vraiment y penser à ça, comprendre, faire en fait comme on fait avec nos futurs utilisateurs, essayer de les comprendre pour répondre, pour proposer une réponse à leurs besoins. Il faut absolument faire pareil avec nos amis développeurs. Si un développeur nous dit que c'est impossible ce qu'on lui demande, il faut essayer de pouvoir comprendre ça, soit pour trouver une solution annexe, ou pour ne pas reproduire le même type d'erreur par la suite, vraiment le considérer comme un collaborateur à part entière. Et puis, une fois que vous aurez réussi à créer cette petite relation, faut apprendre de lui, ne pas hésiter. S'il peut vous enseigner des petites bases de développement, ce sera toujours utile. Comprendre les raisons quand il vous dit « Ah non, ça c'est trop compliqué, ça c'est la galère », pas juste s'en arrêter là, mais essayer de comprendre ça, d'avoir des explications
explications un petit peu plus approfondies, se servir de son expérience pour comprendre, pour devenir aussi des meilleurs designers, hein, parce que mieux comprendre finalement la tech qui va être utilisée derrière, c'est aussi faire de meilleurs choix de design qui sont en général plus optimisés, et puis pas hésiter à se partager des ressources, à se partager de la connaissance. Si vraiment on arrive à se mettre dans ce mindset où le développeur est de toute façon le maillon entre nous et l'utilisateur et notre premier collaborateur, on va réussir à créer une ambiance plus saine, plus valorisante et qui emmènera très très probablement vers de meilleurs résultats. Là, il y a plein de petites solutions accessibles, très simples à mettre en place pour développer ça. Ça peut être déjà d'avoir un petit peu des petits cafés, des petits meetings réguliers, peut-être tous les mois, en fonction de votre organisation, mais en tout cas de transmission de connaissances, que le développeur vous fasse découvrir une nouvelle techno qui peut permettre d'implémenter de nouvelles types d'expériences, des petits workshops de découverte pour que vous puissiez mettre les mains dans le code, et inversement, pour lui transmettre quelles compétences de design, ça va forger un lien et ça va forger aussi une meilleure compréhension entre les deux parties. Donc ça peut être une solution applicable, très simple à mettre en place. Réserver 1 heure par mois pour un petit point de partage de connaissances. Ou de manière un peu plus basique, juste créer un channel Slack ou autre pour se partager des ressources, des idées, des projets qu'on a vus. Et peut-être qu'en discutant du nouveau site que vous avez trouvé chouette ou du nouveau branding de telle marque, vous allez pouvoir qu'il y a une possibilité qui vous semblait compliquée pour le développeur qui en fait est faisable ou qui fait même partie des envies, des choses qu'il a envie de découvrir. Donc voilà, créer ces petits liens, créer ces points de transmission de connaissances, d'informations va permettre d'améliorer cette relation et de créer ce mindset vraiment de collaborateur qui est extrêmement important pour tout simplement la réussite des projets. Ça, c'était la partie mindset. Une fois qu'il y a ça qui est en place, on va pouvoir aller normalement beaucoup mieux dans tout le reste, mais sur la partie collaboration et end-off. Comment passer du design, de la maquette, du prototype vers le produit développé et que ce soit le plus agréable pour le développeur. La première chose à faire, c'est de co-concevoir le processus de hand-off avec les besoins des développeurs. À quoi ils sont habitués, de quelles informations ils ont besoin, tel outil qu'ils utilisent, pour quelle raison il est bien. Est-ce que vous, l'outil que vous voulez utiliser, finalement il fait la même chose et du coup on peut faire le changement si vous préférez utiliser cet outil et qu'il apporte des avantages côté design, avoir cette discussion des bénéfices et des inconvénients de chaque côté et faire comprendre à chacun pourquoi ce serait mieux de tendre vers ça ou pas, et pas juste imposer un outil comme ça. Vraiment, faut pas hésiter de prendre les idées de chaque côté, les besoins de chaque côté pour choisir l'outil idéal. Il y en a plein, XD propose notamment des features de end-off bien avancées, Figma pareil, après il y a des outils tierces comme Zeppelin qui permettent de le faire. Il y a beaucoup d'outils. Il faut juste trouver le bon, celui qui convient à tout le monde et qui simplifie au maximum les workflows des designers et des développeurs. Et faut pas hésiter, si c'est un nouvel outil que le développeur a jamais utilisé, à lui proposer une petite mini formation. Si c'est sur XD ou sur Figma qui viennent remplacer un petit peu les Zeppelin avant, lui proposer une petite formation extrêmement rapide sur pour l'end-off, ce que tu pouvais retrouver là sur Zeppelin, tu peux le retrouver là sur cette interface, etc. pour pas qu'il soit perdu et pas qu'il se retrouve largué dans un outil qu'il connaît pas, qui va lui faire perdre du temps, mais qu'au contraire ce soit pour lui une découverte, une nouvelle compétence. Ensuite, une fois que ça s'est transmis, faut pas hésiter à faire des points d'avancement réguliers. Même avant que le design soit livré, l'intégrer au design pour voir les points de faisabilité technique, est-ce que c'est faisable ou non, pour quelles raisons, qu'est-ce qui pourrait être mieux, et potentiellement le laisser être une force de proposition. Ça permettra de beaucoup mieux l'intégrer forcément au processus, et il aura plus envie de donner son meilleur côté développement pour intégrer le produit. Et ensuite, une fois que le end-off est fait, on va dire, ne pas hésiter à suivre l'avancée du développement de manière régulière pour pouvoir apporter des clarifications, répondre à ces demandes restantes, mais il ne faut pas le faire bien sûr d'une manière stressante, il faut le faire d'une manière encore une fois collaborative. Le but c'est de l'aider à implémenter au mieux votre design et non pas de le réprimander pour le moindre petit détail qui ne correspond pas au design. Et pour des points d'avancement qui créent des liens qui sont plus humains, je vais vous parler du partenaire de cet épisode, Around. Around est désormais mon outil de visio préféré. Il est conçu spécialement pour travailler en équipe et collaborer au mieux. Contrairement aux autres outils d'appel vidéo qui occupent tout l'écran, Around est léger et discret. Il s'efface pour n'afficher que l'essentiel afin de travailler dans un espace virtuel plus chaleureux et efficient à la fois.
C'est l'outil de visio parfait pour vos sessions de design, de brainstorming ou de co-création. Il a d'ailleurs été entièrement designé pour répondre aux besoins des créatifs et des makers. Vous aimez le design et l'équipe Around aussi. L'application est superbe, très jolie et surtout très pratique. Certains détails amusants et de nombreuses features bien pensées vous aideront à dynamiser vos meetings collaboratifs. Une feature qui change le quotidien sur Around ? Ces intégrations dans Google Calendar et dans Slack permettent de démarrer une réunion en quelques secondes sans prise de tête. Découvrez-en plus sur Around avec le lien en description, l'appli est totalement gratuite. J'ai été sincèrement conquis, c'est pour cette raison que je les ai contactés et je vous conseille vivement de tester cette superbe solution. around.co/parlonsdesign, le lien est en description de cet épisode. On va ainsi pouvoir passer à la dernière partie, les bonnes pratiques pour, en général, avec n'importe quel développeur, même un développeur que vous ne connaissez pas, une bonne phase de transition du design vers le développement. Le premier point extrêmement important, c'est l'organisation des fichiers de design. Il n'y a rien de plus incompréhensible pour un développeur qu'un fichier de design de personnes trop créatives où c'est le bazar, où il va pas du tout pouvoir accrocher et tout simplement comprendre les raisons, la logique derrière les choix d'espacement, d'organisation, de couleurs de votre création. Donc, première étape, le nettoyage de base. On vérifie la hiérarchie des éléments, on supprime les groupes qui servent à rien parce qu'ils sont juste autour d'autres groupes inutiles, on les connaît, et tous les éléments inutiles qui sont laissés traîner là-dessus mais en opacité 0, on nettoie tout ça. Ce sera beaucoup plus lisible pour le développeur. Pareil avec les espacements aléatoires. Ça, il faut faire extrêmement gaffe parce que c'est une grosse source de questionnement pour les développeurs. Quand une fois il y a un espacement de 9 et puis un espacement de 10 et un espacement de 12, il va pas du tout réussir à trouver une conclusion logique de quel type d'espacement on utilise. Donc, il faut essayer au maximum d'avoir des fichiers clean en termes d'espacement pour que les développeurs puissent comprendre très facilement. Et enfin, le dernier point sur le nettoyage de base, les box de texte, les containers de texte, faut faire extrêmement gaffe qu'ils soient corrects et logiques. On évite la boîte qui est hyper grande alors qu'il y a un tout petit texte dedans et que si le texte était plus long, il ne devrait pas s'étendre. Il faut que les boîtes de texte soient cohérentes par rapport à l'espace qu'il doit utiliser et l'espace qu'il devrait utiliser si le texte était plus long. Donc, on se méfie à tout ça, on fait ce nettoyage de base. Ensuite, en termes de lisibilité, on fait attention au nommage des calques. On évite le rectangle 2061 qui est en fait le background de je ne sais quel élément de votre page. On essaye de bien nommer les calques, de bien nommer les groupes et d'avoir des groupes cohérents, élément par élément, et qui, rien qu'au titre, on peut normalement à peu près les localiser sur l'écran. On fait gaffe à tout ça. Et en termes de lisibilité, un autre truc extrêmement important, c'est l'utilisation des styles de texte et des couleurs à 100%. Si tous vos textes et toutes les couleurs que vous utilisez sont par rapport à des styles de texte et de couleurs, ce sera extrêmement plus simple pour les développeurs parce qu'ils pourront créer leurs variables dès le début dans leur code et puis à chaque fois appliquer les bonnes, gérer responsive de manière bien plus efficace. Donc il faut vraiment les utiliser, c'est un gain de temps pour vous quand vous aurez des petits changements à faire et pour les développeurs en termes d'intégration. Et ensuite, pour pousser la chose un petit peu plus loin, faut essayer de rapprocher au maximum, on va dire, l'organisation de ces fichiers de design de la logique de développement. Utiliser les stacks ou les auto-layouts selon les logiciels, notamment, c'est une bonne pratique parce que les développeurs ont souvent utilisé ce type d'organisation finalement qui sont repartis avec un certain espacement, une certaine direction, que ce soit sur le web ou sur mobile. Donc si vous les utilisez à plein d'endroits, ils pourront tout simplement dupliquer, on va dire, cette logique en termes de code de manière très simple et surtout extrêmement logique. Le passage se fera pas de manière un petit peu aléatoire, mais tout simplement il traduira, on va dire, l'auto-layout ou la stack dans du code. Pareil, le système, on va dire, de développement, c'est des boîtes qui s'imbriquent, donc il faut bien penser à ces calques, ces groupes, ces frames, comme des boîtes qui s'imbriquent. Un composant qui a plus 3 morceaux à l'intérieur, ça va être 3 groupes à l'intérieur, etc. Avoir cette logique, tout simplement, pour que le développeur puisse continuer finalement réétablir cette logique en termes de développement. Et enfin, le dernier point qui peut énormément
aider là-dessus, c'est l'utilisation de composants réutilisables avec plusieurs états, bien transmis aux développeurs. Utiliser des composants, c'est bien, mais si on n'explique pas aux développeurs lesquels sont utilisés, quels sont leurs différents états, il va avoir un petit peu plus de mal à prendre l'info tout simplement et à le traduire en code. Donc il faut savoir bien expliciter ça et avoir des composants logiques, pas des composants qui partent dans tous les sens, qui ont 15 000 usages avec des grosses différences, mais avoir des composants basiques, on va dire, avec plusieurs états et différents composants qui peuvent comme ça être bien gérés par les développeurs. Donc ça, c'est toute la partie organisation du fichier. Déjà, si vous faites tout ça, ça va grandement simplifier le travail du développeur. Ensuite, l'étape suivante, c'est la création d'un style guide propre et précis. Pas besoin forcément d'avoir un design system super complexe, mais rien qu'un bon style guide bien complet peut énormément aider les développeurs. Que ce soit déjà basiquement pour les couleurs, les styles de police et les icônes. S'il trouve tout ça dans un document, ça va lui faire gagner énormément de temps. On parlait tout à l'heure des espacements, c'est le moment. Dans le style guide, précisez votre système d'espacement. Si vous utilisez que des multiples de 8, précisez-le et expliquez. J'utilise à peu près 8 pixels pour tel type d'espacement, 16 pour tel type, 24 pour tel type, etc. Ça lui permettra, s'il a un doute ou s'il y a un espacement qui n'a pas bien été nettoyé dans le fichier, de se dire « Ok, je vois que dans le style guide il y a ça, c'était à peu près logique avec le reste, donc j'imagine que ce 15-là, c'est un 16, ou que ce 19, en fait, c'était un 24, et c'était une petite erreur. » Donc, documenter ça, ça va être hyper utile pour après avoir une bonne régularité dans le code. Et finalement, le but, voilà, c'est que dès qu'il y a des guidelines un petit peu systématiques, un petit peu logiques, faut les décrire de manière claire et synthétique dans ce style guide. Ça permettra justement aux développeurs, dès qu'il y a un petit truc pas propre dans le fichier, d'avoir une source un petit peu sûre qui vient lui dire, bon, dans ce cas-là, c'est très probablement ça que je voulais dire, et il y a juste une petite erreur dans le fichier. Donc on définit un maximum ces guidelines dans un style guide propre et précis. Et enfin, on passe à la dernière partie, la partie, on va dire, d'export. Faut toujours exporter les éléments graphiques dans les bons formats ou avoir une solution qui le permet. Mais on évite les PDF qui sont rarement pratiques pour les développeurs ou les choses comme ça. Donc on leur propose les éléments graphiques dans les bons formats, un prototype complet avec l'outil de end-off approprié. Si vous utilisez Figma ou XD, pensez bien, il y a plusieurs modes en général pour partager les prototypes, dont certains qui sont vraiment adaptés au développement et qui vont leur faire gagner un temps de fou. Donc pensez à vérifier que la bonne option est bien activée pour que le développeur ait le bon outil le plus adapté à son travail. Et puis ça revient un petit peu au style guide, mais si vous avez vraiment un gros projet avec des règles un petit peu complexes, que ce soit des règles logiques ou des composants un petit peu complexes, rédigez un petit document, ou voire un gros si nécessaire, mais qui va détailler les fonctionnements logiques, les raisons logiques, les variations sur les composants, dans quelle situation on affiche tel état du composant et dans quel autre on affiche quel autre état. Voilà, n'hésitez pas à documenter vraiment, dès qu'il y a un petit peu de logique complexe, documentez, transmettez ça aux développeurs, ça lui permettra de ne pas avoir à décrypter votre prototype pour comprendre dans quelle situation on affiche telle chose, et juste d'avoir un document de référence dans lequel il peut tout comprendre. Voilà. Cet épisode, je pense, a été plein d'informations. J'espère que ça vous aurait aidé. S'il y a une chose à retenir, c'est le développeur est votre premier utilisateur. N'oubliez pas, j'ai tendance à l'oublier. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais il faut essayer de se le rappeler, se l'écrire en quelque part. C'est notre premier utilisateur. Si on lui propose finalement un mauvais contenu, probablement que le produit final en sortie, il sera pas au niveau attendu. On est en partie responsable quand notre design est mal implémenté, c'est en partie de notre faute et il faut faire le maximum pour proposer à nos amis développeurs tout simplement le meilleur qu'on puisse pour qu'ils travaillent dans la joie et le bonheur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et si c'est déjà fait, vous pouvez partager Parlons Design sur Twitter, sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir de voir vos partages et ça permet à la communauté Parlons Design de s'agrandir. Salut, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Parlons Design.